Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Philippe Prévost, que nous invitons aujourd'hui pour évoquer la question du Levant, qui est une question brûlante, cruciale. On en parle tous les jours. Justement, on n'en parle peut-être pas assez dans les médias. On voit que l'Irak est ravagé par de méga attentats, 100 morts par-ci, 70 morts par-là. La tragédie d'Air Égypte, Escamote, tout ça, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi des combats fratricides entre rebelles en Syrie, dans la Ghouta orientale. Nous l'évoquerons peut-être tout à l'heure. Vous êtes un spécialiste, Philippe Prévost, vous êtes docteur ès lettres, vous êtes né en 1935. Vous n'êtes pas un spécialiste de la cause palestinienne, mais vous y êtes intéressé de très bonne heure. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le centenaire, puisque c'est le centenaire des accords de Sykes-Picot. Alors, je vais dire ce qu'étaient ces accords, et je vais vous donner ensuite la parole. Vous avez publié un livre chez Éric Bonnier, qui est un ancien grand reporter, photographe du Figaro Magazine, entre autres, qui s'intitule « La France et la tragédie palestinienne, retour sur les accords de Sykes-Picot ». Alors, la Palestine est un des éléments de ces accords qui aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble, ont été balayés par la nouvelle donne géopolitique ou géostratégique qui s'est abattue à partir de 1990, c'est-à-dire la chute de l'Empire soviétique s'est abattue sur, je parle de août 1990 et la crise irakienne, qui s'est abattue sur le Proche-Orient. Alors, Philippe, à vous. Bien écoutez, effectivement, c'est le centenaire des accords Sykes-Picot, dit Sykes-Picot, et c'est donc une excellente occasion pour revenir sur cette affaire. Et se demander, qu'est-ce qu'étaient ces accords? Quels étaient ces accords? Qui étaient des accords secrets au départ. C'était des accords secrets, effectivement, des accords franco-anglais, et conclus en mai 1916, donc tout à fait, il y a exactement 100 ans. Et ces accords, je vais juste vous montrer une carte pour mettre les idées au clair, ces accords partageaient la Grande Syrie, qui était jusqu'alors une province turque, et qui était encore à l'époque... Ottomane, qui était encore à l'époque sous domination du sultan. Ils partageaient, dans l'espoir d'une victoire franco-anglaise, évidemment, la Grande Syrie en 5 parties. D'abord, vous aviez une zone purement française, qui est ici, en noir, avec la Cilicie et puis un grand Liban. Vous aviez une zone purement anglaise autour de Bagdad. Et puis 2 zones d'influence, essentiellement. Une zone A qui était donnée aux Français et une zone B qui était donnée aux Anglais. Ça devait être donné normalement au roi de la Mecque, au shérif de la Mecque. Le shérif Hussein. Mais les Anglais avaient dit aux Français, rassurez-vous, comme les Arabes ne sont pas capables d'administrer ça, c'est vous qui administrerez votre partie et nous qui administrerons la nôtre. Bon. Et puis il y avait une 5e partie, toute petite mais très importante, c'était les lieux saints. Jérusalem et les environs, qui devaient être internationalisés. C'est-à-dire, en fait, qui devaient dépendre, évidemment, d'un condominium franco-anglais. Donc, vous constatez que ces accords répartissent des zones d'influence. C'est un partage. Une zone d'influence française, une zone d'influence plus intéressante, d'ailleurs et plus riche, anglaise. Bon. C'est donc un accord de partage. C'est un accord de partage, qui n'est pas fait d'État à État, mais entre 2 hauts fonctionnaires, un militaire anglais... Oui, mais qui représentait les gouvernements. Qui représentait le gouvernement, mais c'est assez... D'ailleurs, les accords ont été conclus, signés par Grey, qui était le secrétaire d'État aux affaires étrangères anglais, et Cambon, qui était notre ambassadeur. On les appelle Sykes-Picot parce que c'est pour les dévaloriser, mais en réalité, ce sont les accords Grey-Cambon. Bon. Alors, ces accords, il faut bien voir, ne prévoyaient pas du tout des déplacements de population, de remplacement de culture, de remplacement de langue, ni quoi que ce soit. C'est simplement un découpage de la province, de la grande province syrienne. Bien.
Avec... à l'exception d'un petit territoire qui va ça va apparaître en 1917, après la déclaration Balfour. Car la déclaration Balfour 1919. Non, 17. 17. 2 novembre 1917. Pourquoi? Parce que les Anglais, à ce moment-là, ont besoin d'argent. Ah oui, le foyer national juif est créé en 19, la déclaration Balfour. Non, le foyer national juif est créé en 17 par la déclaration Balfour, et il va se mettre en place progressivement, évidemment, par la suite. Mais au départ, il faut voir que les Anglais, ayant besoin d'argent, vont faire la quête auprès des Américains. C'est même Balfour qui y va au printemps de 1917, et les Américains ne lâchent l'argent que dans la mesure où ils obtiennent le foyer national juif. Alors, cette déclaration Balfour est sous forme d'une lettre adressée à Lord Rothschild. C'est ça, exactement. C'est une forme d'une lettre adressée à Lord Rothschild, une lettre qui va être considérée comme la loi et le prophète, alors qu'en réalité, c'est une lettre privée. Une lettre privée, certes, du secrétaire d'État au Foreign Office, Balfour, à Lord Rothschild. Et, comme l'a dit Arthur Koestler, avec cette lettre, vous comprenez, une nation a solennellement promis à une autre nation le pays d'une troisième nation. C'est-à-dire que l'Angleterre a promis à la nation sioniste, à la nation juive, le pays qui ne lui appartenait pas. Le pays, c'était la Palestine. C'est donc il n'y a aucun fondement moral, ni politique, ni juridique d'ailleurs, à ce transfert. Il faut bien voir que, en plus, très peu de temps après la déclaration Balfour, en janvier 1918, devant les Trade Unions, le Premier ministre anglais, Lloyd George, promet à un certain nombre de peuples, dont le peuple palestinien, son indépendance après la guerre. Ce qui est évidemment parfaitement contradictoire avec ce qui avait été écrit. Mais à l'époque, on n'est pas avare de promesses. Les promesses débordaient de tous les côtés. Ça ne mange pas de soupe. Ça ne mange pas de pain, effectivement. Il n'y a pas de problème, on promet et on sait très bien qu'on ne tiendra jamais. Mais ça n'a pas, on croit que ça n'a pas d'importance alors que c'est à l'origine des drames actuels. En effet, Balfour lui-même a dit en 1919 dans un référendum, en Palestine, nous ne nous sommes même pas donné la peine de consulter les souhaits des habitants actuels du pays. Le sionisme, à tort ou à raison, est plus important que les 700 000 habitants de la région, bien qu'il ceux-ci représentent 95% de la population. 95%. C'est un bel exemple de démocratie, vous voyez, on n'en a rien à fiche des habitants. Hein. Alors, pour en arriver là, il y a eu d'abord une première conférence à San Remo, où on a retiré aux Palestiniens leurs droits politiques. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour qu'ils n'aient pas le droit de vote. C'est quand même pas mal pour des démocrates. Et ensuite, en 1922, lorsque la Palestine a été attribuée officiellement par la Société des Nations à l'Angleterre, on le lui a donné avec mission de judaïser la Palestine. C'est-à-dire qu'on lui a donné pour mission de remplacer une population par une autre, de remplacer une culture par une autre, de remplacer une langue par une autre. C'est quand même pas mal pour des gens qui, soi-disant, parce que l'ADN avait été formé, n'oubliez pas, en vertu des 14 points de Wilson, et en particulier en vertu du droit des peuples à disposer de... C'est une politique de grand remplacement. C'est ça, exactement. Exactement. Changer une religion pour une autre, c'est un peu aussi ce que nous voyons actuellement. La laïcité étant la religion... C'est la laïcité à la française. Enfin, se substituer à toutes les autres religions. Après, il faut bien voir qu'évidemment ça ne s'est pas produit sans crise. Vous avez eu des révoltes en 1923 et surtout en 1929 et 1936, matées par la force d'ailleurs, car il faut oublier que seuls les Juifs étaient armés par les Anglais, donc minoritaires. Par les Anglais. Par les Anglais, oui. Les Anglais ont joué un rôle ignoble dans toute cette affaire. Hein. Ah ben pas seulement là, tantôt, bien sûr, ils favorisaient l'immigration juive, tantôt, ils la restreignaient. Ça dépendait des moments, quoi. Et surtout avant-guerre, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de jeter les Juifs dans les bras des Allemands. Mais enfin, bon, tout ça, c'est... Après la guerre, l'ONU, qui a succédé à la SDN, a repris la même politique. C'est-à-dire qu'après la guerre, ils ont partagé en 1947 la Palestine,
au mépris des promesses des Anglais vis-à-vis des Palestiniens, car les Anglais, dans les années 20, avaient dit aux Palestiniens qui s'inquiétaient, rassurez-vous, jamais nous ne diviserons la Palestine. On sait ce que ça veut dire, jamais. Et d'autre part, en 1948, on a reconnu l'indépendance d'un État juif, mais pas l'indépendance d'un État palestinien. Et vous savez très bien ce qui s'en est suivi par la suite. Vous avez eu les guerres de 47-48, où on a profité pour chasser les Palestiniens de chez eux. Ensuite, vous avez eu la guerre de 1956, surtout la guerre de 1967, qui a permis le fait que le Jérusalem-Est et les territoires cisjordaniens, eux, sont devenus des territoires occupés. Et tout. Donc, la France et l'Angleterre, je vous le signale, parce que c'est important de dire, avaient quitté la région après la Seconde Guerre mondiale. La France contrainte par les Anglais, plus ou moins, et par ses promesses démagogiques, et l'Angleterre, parce qu'elle ne pouvait plus, après la Seconde Guerre mondiale, assumer tout simplement la charge de la charge qui convenait, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et tout ça. C'était d'autant moins nécessaire que l'Angleterre avait perdu les Indes, et que par conséquent, bon, la Palestine avait, enfin... Voilà, il faut bien préciser, Philippe, que toute la politique anglaise, notamment au cours du XXe siècle, la conquête, les zones d'influence du Golfe Persique, la politique de l'Arabie, qui sera l'Arabie saoudite à partir de 1932, est liée et entièrement contingentée par la sauvegarde de la route des Indes. Oui, comme vous venez de le dire, ayant perdu les Indes, cette politique s'effondre de facto. N'a plus de raison d'être. Voilà. Et donc l'Angleterre remet le cadeau empoisonné, puisqu'elle a semé la pagaille, elle remet ce cadeau empoisonné à l'ONU, qui ne sait pas très bien comment faire, et c'est pour ça qu'on dit qu'il divise, commence par diviser, et ensuite par proclamer l'indépendance d'un des partenaires. Bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si aujourd'hui les accords Sykes-Picot sont responsables de la situation actuelle. Est-ce que les accords Sykes-Picot, par exemple, sont responsables du 11 septembre? Alors, votre réponse? Elle est évidente. C'est non. Est-ce que Sykes-Picot avait prévu le 11 septembre Est-ce que les Sykes et Picot ont prévu le 11 septembre dans les accords? C'est absurde. C'est ridicule. C'est grotesque. Est-ce que on pouvait prévoir qu'il y avait 15 Saoudiens dans les avions, qu'il y avait 2 Égyptiens, qu'il y avait un Libanais, alors, par contre, mais que, je vais vous faire remarquer, parce que je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je vais vous faire remarquer qu'on a bombardé, non pas l'Arabie Saoudite, non pas l'Égypte, mais on a bombardé essentiellement l'Irak, l'Afghanistan d'abord, l'Irak, la Syrie, qu'est-ce qu'il y a encore? On a bombardé, bien sûr, tous ces pays-là, la Libye, bien sûr, alors qu'il n'y avait personne. Alors, Philippe, je voudrais en placer une, si vous me permettez. Au début du XXe siècle, on peut dire qu'il y avait un condominium planétaire franco-britannique avec le troisième larron qui était l'Allemagne, quand même. Qui était l'Allemagne, voilà, oui. Le troisième larron. Ceci étant dit, à partir de février 91 et la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert, on a un monde unipolaire avec des politiques qui se sont dites unilatérales. En 2003, ou 2002, 2003, 2004, il y a un plan, peut-être 2004, juste après l'invasion de l'Irak, il y a un plan qui s'appelle Greater Middle East Initiative, le plan de remodelage du Grand Orient, qui va de l'Hindoukouche jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire jusqu'au Gibraltar, ou en tout cas jusqu'à l'Atlantique. Ce plan ne prend pas la suite de Sykes-Picot, qui était encore une fois un plan de partage. Mais là, c'est un plan de remodelage qui est strictement unilatéral, qui tient toujours compte de la question pétrolière, puisque Sykes-Picot, au départ, Mossoul devait revenir à la France, la France a eu Kirkouk, les Allemands avaient découvert du pétrole justement dans la région de Mossoul, donc les Anglais s'étaient arrogés la part du lion, si je puis dire.
Mais Oui, avec l'accord de Clémenceau, je pense que si on creusait les choses, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, on s'apercevrait que ce plan de grand remodelage ou de remodelage tout court, de reconfiguration de l'Orient islamique, mais pas seulement arabe, n'est pas totalement centré, contrairement à ce que pensent tous les géopolitologues, sur la question énergétique et le pétrole. La guerre d'Irak n'a pas fait gagner le pétrole à l'Amérique. Pas du tout. Donc c'est plutôt les intérêts sécuritaires, de morcellement, d'éclatement d'une région autour de ce pôle que constitue l'État hébreu. Ben, évidemment. Et d'ailleurs, le plan du Grand Moyen-Orient a une origine. C'est le plan Yinon. C'est le 1985. 1980, oui, Yinon, qui est absolument, c'était quelque chose de capital. Qui a publié les éditions Sigest. Et nous avons, c'est grâce à un juif d'ailleurs, qui a livré, qui a dit un peu ce qu'était, qui a publié le plan Yinon. Et le plan Yinon, c'est quelque chose de fabuleux. Il ne faut pas oublier que Yinon a écrit, Yinon qui était un ancien diplomate et ancien journaliste hébreu, a dit que l'existence, la prospérité et la stabilité de l'État juif dépendront de ses capacités de donner un cadre nouveau à ses affaires extérieures et intérieures. Et quel est ce cadre? Eh bien, il nous l'explique. Le monde arabe islamique n'est qu'un château de cartes construit par des puissances étrangères, la France et la Grande-Bretagne dans les années 20, au mépris des aspirations des autochtones. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la Palestine a été construite au mépris total des aspirations des autochtones, mais absolument total. Alors, ce qu'il veut, c'est déjà de démembrer l'Égypte, ils ne sont pas encore arrivés, mais il ajoute. Ça viendra, oui. Ça viendra. L'économie égyptienne est en train de s'effondrer. À la suite, il y a eu l'attentat, puisqu'on sait que c'est l'attentat de l'avion russe à Sharm el-Sheikh. Maintenant, il y a celui-ci. Dès le lendemain matin, on n'a pas attendu 2 mois cette fois, mais dès le lendemain matin ou quelques heures après, on disait c'est un attentat. Oui. Et là, ce que Yinon prévoit, c'est, je lis, l'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées, sur la base de critères ethniques ou religieux, doit être à long terme un but prioritaire pour Israël, la première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. Les structures ethniques de la Syrie l'exposent à un démantèlement. Riche en pétrole et en proie à des luttes intestines, l'Irak est dans la ligne de mire israélienne. Sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie, car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël. On sait ce qu'il en advint en 2003, pardon, en 1990 déjà, et en 2003 ensuite, on a achevé le travail en 2003, sous prétexte d'armes de destruction massive qu'on n'a évidemment pas encore trouvées. Hein. Mais il y a eu aussi, c'est absolument évident. On peut ajouter la division du Soudan et l'actuelle guerre de Syrie. Bien sûr, mais d'ailleurs, il y a un général américain, c'est le général Wesseka, qui a fait des déclarations très très intéressantes. Et qui pourtant d'origine juive, comme on dit. Ah oui. Non, mais c'est un homme. Moi, je m'en fiche d'origine. Non, mais c'est intéressant. Ce sont les juifs qui sont souvent les plus honnêtes. Vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure Arthur Koestler, l'homme du zéro et l'infini, l'homme qui a sorti l'idée que les Askénazes n'auraient rien à voir en fait avec les peuples du Proche-Orient, mais seraient originaires, enfin plutôt nés, sortis des royaumes khazars. Alors, voilà ce que raconte Wesley Clark, c'est en 2007. C'était 10 jours après les attentats du 11 septembre. Je suis allé au Pentagone 10 jours après le 11. J'y suis allé pour voir Donald Rumsfeld, avec qui j'avais travaillé dans les années 1970. Et alors que je descendais pour quitter le Pentagone, un officier d'état-major m'appelle dans son bureau et me dit « Je veux que vous sachiez que nous allons attaquer l'Irak, 10 jours après le 11 septembre. » J'ai demandé pourquoi. Il a répondu « Nous ne savons pas. » Je lui ai dit « Avons-nous établi un lien entre Saddam Hussein et le 11-9 ?» Et il m'a répondu que non. De retour au Pentagone, 6 semaines plus tard, j'ai revu le même officier et lui ai demandé « Est-il toujours prévu que nous attaquions l'Irak ?» Il a répondu « Monsieur, vous savez, c'est bien pire que ça. » Il a pris un document sur son bureau et me dit « J'ai reçu ce mémo du secrétaire d'État à la Défense, Rumsfeld, bien sûr, lequel dit que nous allons attaquer et détruire les gouvernements dans 7 pays en 5 ans. Nous allons commencer par l'Irak, et puis nous irons en Syrie, au Liban, en Libye, Somalie, au Soudan et en Iran. » Voilà.
Le programme était tout tracé. Bah, la Libye, c'est fait. Le Soudan, c'est fait. Voilà. Oui, exactement. Et d'ailleurs, vous en avez un qui a mangé le morceau, si je veux dire, c'est BHL. BHL, le 20 novembre... Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Appelons-le par son petit nom. Oui, Bernard-Henri Lévy, qui a dit, devant le CRIF d'ailleurs, qu'il a poussé à la guerre de Libye. Hein. J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Et après, il termine, comme tous les juifs du monde, j'étais inquiet, malgré la légitime anxiété, c'était un soulèvement qu'il convient d'accueillir avec faveur. On avait affaire à l'un des pires ennemis d'Israël. Voilà pourquoi on a attaqué et on a démoli un pays comme la Libye. Monsieur Bernard-Henri Lévy est un altruiste, mais il est altruiste pour sa propre tribu. D'ailleurs, lui-même a revendiqué, quand il est allé en Libye, qu'il a discouru devant des foules un peu clairsemées, il a bien dit « je travaille pour ma tribu ». Ah oui, c'est normal. On ne peut pas lui reprocher. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est aux gouvernements occidentaux de tomber dans le panneau. Bref, hein, comme dit Ehud Barak maintenant, eh bien, Israël, c'est la villa dans la jungle. Car on a réussi, effectivement, à créer la jungle tout autour, hein, grâce à des mouvements terroristes, d'ailleurs, comme l'ISIS, hein, l'ISIS, c'est l'État islamique. Oui, l'État islamique, ou bien c'est un autre État. L'ISIS n'a de répondant que dans la mesure où il est soutenu. Parce qu'écoutez, il y a quand même quelque chose de très drôle. C'est que l'ISIS, pendant 2 ans, vous avez une coalition de 40 pays qui ont attaqué l'ISIS. Daesh, je précise. Oui, l'ISIS, c'est Daesh, c'est pareil. Sans résultat. Et il a fallu que M. Poutine intervienne pour que là, on commence à passer aux choses sérieuses. Hein. Et à ce moment-là, vous avez vu M. Netanyahou se précipiter à Moscou. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, on ne sait rien. Mais enfin, on voyait bien que ça dérangeait beaucoup les occidentalo-sionistes. Hein. Cette affaire, il ne fallait surtout pas toucher à tous ces braves gens qui étaient là, que nous armions d'ailleurs par derrière, hein, il faut bien le dire. D'ailleurs, les Américains ils viennent encore de s'en vanter. Bref, moi je vous conseille fortement, chers auditeurs, si vous voulez vraiment connaître un peu toutes ces questions, lisez le plan Yinon, et puis aussi lisez Mearsheimer. C'est un livre un peu ardu, un peu aride, mais c'est un livre passionnant, c'est un livre qui vous expliquera tout. Merci voilà. Philippe Prévost. Le plan Yinon est plus accessible, c'est un petit livre et au moins il est lumineux parce que les choses sont dites sans aucune équivoque ou ambiguïté. Alors je rappelle que vous avez publié La France et la tragédie palestinienne récemment aux éditions Éric Bonnier, que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, docteur ès-lettres. À propos de la Syrie, les choses sont loin d'être terminées, puisque aujourd'hui, je vois fleurir sur la toile des avis appelant à ce que le président Bachar el-Assad connaisse le même sort que Saddam Hussein. Mais contrairement, là je vais donner une note, non pas d'espoir, mais les Russes ne sont pas partis. Leur retrait n'a été qu'un retrait partiel, un retrait simulé, et on attend normalement le seul porte-avions russe de la Fédération de Russie, l'amiral Kuznetsov, au mois de juillet. Donc la puissance de frappe aérienne sera intacte, restaurée et même peut-être augmentée par la présence de ce porte-avions. Donc il y a toujours concentration de forces internationales, puisque contrairement à ce que les médias nous disent, il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien véritablement d'une guerre mondiale. Il y a plus de entre 100 et 120 nationalités qui s'y affrontent. Le seul ennui, c'est que les véritables combattants syriens des oppositions sont aujourd'hui submergés par un flot constant et même croissant de combattants qui arrivent d'Asie centrale et de partout ailleurs, aussi bien de Somalie, de Tunisie. Il y a énormément de Tunisiens, et que l'orage qui gronde n'est pas très éloigné de nos côtes. C'est 4 heures de vol depuis Paris, et on voit que les avions aussi tombent assez régulièrement en Méditerranée orientale. Mais voilà. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle, et je voudrais terminer par là, c'est que le Sénat américain vient de voter à l'unanimité l'autorisation pour les victimes, parce qu'il y a eu 3000 victimes quand même
des attentats du 11 septembre, l'autorisation d'attaquer l'Arabie Saoudite en justice. Pour ne pas conclure, je dirais, cher Philippe, que jamais aucune loi ne passera normalement, sauf si par exemple M. Trump arrivait au pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça soit de toute façon une bonne chose, mais les États-Unis bloqueront, parce que ça veut dire que demain matin, on pourrait attaquer en justice M. Bush, père et fils, et bien d'autres politiciens américains. Donc ils défendront leurs arrières et empêcheront qu'une loi qui pourrait être à double tranchant. Alors, Philippe, vous avez également publié, parce que vous êtes un fervent catholique, l'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000. C'est un livre très important puisque on fait la catholicité dans sa crise fait tout partir de Vatican II. En fait, la crise est bien antérieure. Et je recommanderais à ce sujet, non pas de lire Marschenmayer, qui est un éminent universitaire d'Harvard, mais de lire La grande peur des bien-pensants, je pense, de Georges Bernanos, qui explore cette crise, livre aujourd'hui oublié, mais qui donne aussi donc tout l'environnement du sujet que vous traitez dans ce livre, qui est un livre important pour les catholiques. Voilà. Merci à vous, Philippe, et on se dit à très très bientôt. À bientôt.